Nous sommes au Francophonie de Montréal en compagnie de Marvin Junot pour le spectacle 12 et 13 juin. L'album s'intitule Intérieure Nuit, c'est aussi un film de 11 titres, 48 minutes. Premier album, premier film pour vous, Marvin Junot. Bonjour. Comment ça se passe? Ça se passe bien, ouais, on est ravis d'être à Montréal. L'album est sorti il y a 1 an et demi, donc c'est toujours hyper agréable de se sentir encore vivant sur ce projet en fait. Et voilà, de le faire vivre et de le faire voyager à nouveau. Encore. Tout à fait, il y a eu même une réédition. Oui, en mars 2017, donc soit 1 an après la sortie du premier album, avec des titres inédits, des remixes et puis le film en téléchargement. C'était vraiment dans un élan de générosité et puis histoire de faire patienter un peu les gens en attendant le deuxième effort. Tout à fait, parlons des remixes tout de suite. Il y a 2 titres qu'on retrouve en remix dans la réédition. Oui. Qui est-ce, Robbie? Robbie, en fait, c'est assez drôle parce que c'est pas très surprenant. C'est le réalisateur de l'album, c'est-à-dire que c'est Angelo Follet qui a réalisé l'album, qui m'accompagne sur scène à la guitare aussi, qui est un ami d'enfance et qui a cette espèce de pseudo Robbie pour des remixes. Et donc, un peu naturellement, on lui a confié le retravail de ses chansons pour peut-être approfondir notre travail sur la notion d'électro et puis peut-être correspondre aussi à des formats radio. On sait comment ça se passe aujourd'hui en radio et donc c'était aussi les optimiser. Voilà. Bon, effectivement, c'est très radio, ces 2 titres. Oui. Donc, pop française élégante, c'est quelque chose qui vous plaît, si on vous décrit de cette façon-là? Oui, en fait la pop est vraiment mon envie première. Qu'est-ce qu'on peut voir derrière une chanson pop? Je pense qu'il y a le côté populaire, mais il y a aussi quelque chose d'assez exigeant, d'assez réfléchi. En français, je me suis jamais posé la question de chanter dans une autre langue. Je l'adore cette langue. Et puis l'élégance, je trouve que c'est pas un vilain défaut. Voilà. Donc, je pense que le film est né de votre passion aussi de décorateur, de réalisateur. Vous avez délaissé le cinéma, vous êtes un peu revenu grâce à cet effort. Et il y a 11 titres, donc on parlait un peu hors micro de L'étang, qui pour nous est une 6e chanson qu'on ajouterait aux 5 qu'on souhaite programmer parce que vous êtes le coup de cœur du moment. Comment est né justement ce film, ces 11 titres différents que l'album? Et parlons un petit peu plus particulièrement de L'étang. Stop, arrête, ralentis. Qui t'a dit qu'on ira tous au paradis? Oui. Alors je vais commencer par le film si vous voulez bien. Moi je viens du cinéma en fait, donc j'ai étudié la mise en scène de cinéma, je me destinais à être réalisateur de films. Par un concours de circonstances, je me suis retrouvé décorateur dans le cinéma pendant 10 ans. Et puis en parallèle, j'avais besoin de retrouver une expression plus personnelle. C'est passé par la musique et la photo. Et puis un jour, la musique s'est un peu précisée. Et donc au moment de sortir mon album, j'ai voulu retrouver un peu mon premier amour. Et ça me paraissait intéressant d'inviter les gens à venir voir mon premier album. Donc, comme un espèce de pied de nez un peu absurde, un peu provoquant aussi. Et donc voilà, j'ai décidé d'accompagner mon album d'un film de 48 minutes qui est un prétexte pour écouter les chansons, mais c'est vrai que sous une autre forme. Et l'idée était de s'éloigner un petit peu de l'esthétique clip qui parfois m'agace un petit peu et de garder vraiment un esprit cinéma. Alors bien que ce soit très peu dialogué, pour qu'on puisse écouter les chansons, il y avait cette envie de fiction et de cinéma. Et alors dans les temps, moi j'avais sorti un EP en préambule de mon album, il y avait là-dessus 4 titres, et je me voyais difficilement remettre les 4 titres du EP sur l'album, et donc j'ai laissé dans les temps vivre sa vie un peu parallèle, mais c'est vrai qu'on me la réclame souvent en concert, et voilà, je suis encore, je sais pas, je trouve ça assez drôle qu'elle vive et qu'on me la réclame un petit peu. C'est un éloge de la lenteur, tout va beaucoup trop vite, et je crois que c'est bien de prendre son temps pour apprécier les moments simples. Et puis cette espèce de grande phrase mais qui t'a dit qu'on ira tous au paradis, c'est un petit clin d'œil à Michel Polnareff. Je sais pas si on ira tous au paradis. Donc vous avez fait les premières parties? Oui, on a eu cette chance-là. On a fait une première partie aux Arènes de Nîmes, qui est un lieu magique. Et c'est un grand moment dans le cadre de notre tournée en fait. Revenons un petit peu au film parce qu'il y a quand même un scénario, vous l'avez tourné différemment et c'est ça qui nous plaît, on a l'impression de regarder un film mais différemment.
Ouais, c'était vraiment un objet hybride, c'est à mi-chemin entre le film de cinéma, le clip. Il y a à la fois un effort visuel, un effort de sens, de symbolique, et puis surtout il fallait que ça puisse illustrer les chansons. Et moi j'ai travaillé ce projet-là avec un réalisateur qui s'appelle Romain Winkler. On a co-signé cette espèce d'œuvre un peu originale. Et notre idée était quand même d'avoir un fil rouge, c'est-à-dire que moi j'ai changé l'ordre des chansons pour pouvoir raconter une histoire qui n'était pas écrite comme ça il y a 2 ans encore. Hein. Et notre idée était quand même d'avoir un effort de fiction et de narration, qu'on puisse vraiment s'attacher aux personnages et les suivre d'un point A à un point B. Voilà. Et ça, Romain m'a aussi beaucoup apporté, beaucoup aidé par cette trame géopolitique que je n'avais pas encore conçue. Voilà. Vous avez fait aussi pas seulement les premières parties de Polnareff, il y a eu aussi Zazie, Jeanne Chéral, Julien Doré. Avec quel univers vous vous identifiez le plus? Alors je sais pas si c'est du point de vue de l'univers, mais c'est vrai que moi j'avais postulé pour, comme ça dans l'absolu, pour me présenter à Zazie. Il s'avère qu'elle avait déjà écouté mes chansons à la radio. Et pour moi ça faisait vraiment sens dans la mesure où je trouve que Zazie incarne la pop en France aussi, qu'il y a un vrai jeu sur l'écriture. Et donc j'ai eu cette grande chance d'être choisi. Il y avait aussi d'autres artistes qui faisaient ces premières parties, mais j'ai vraiment eu ce bonheur-là. On a fait 11 premières parties, et donc c'est vraiment la rencontre de l'année. C'est-à-dire que c'est vraiment une grande dame, une grande artiste. Elle nous présentait à chaque fois qu'on montait sur scène à son public, et donc elle nous a prêté son public, elle nous a prêté sa scène. Tous ses techniciens, tous ses musiciens et elle étaient adorables. On a eu l'impression d'intégrer une famille en fait. Et ouais, vraiment la belle rencontre de l'année. Vraiment, vraiment. Vous avez fait pas mal de concerts, une cinquantaine de dates, il y a peut-être une trentaine qui sont à venir. Vous allez faire une excursion au Brésil, en Algérie, si j'ai bien compris. Donc, comment ça se passe sur scène pour vous? Est-ce que c'est la première expression se passe sur scène ou c'est plutôt à travers le cinéma? Ah, mais moi je trouve qu'il y a plusieurs phases d'écriture finalement d'un projet. Il y a écrire ses chansons dans son salon ou dans son studio. Il y a ensuite les enregistrer pour les figer et les mettre sur un support. Et puis ensuite, là moi j'ai découvert sur 1 an et demi de tournée, et oui 50-60 dates, ce que c'est que de redécouvrir ces chansons, peut-être de les connaître davantage, d'être en mesure de les interpréter presque mieux qu'avant, heureusement d'ailleurs, différemment. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir aujourd'hui peut-être presque plus d'outils pour savoir ce que je raconte, même si j'ai toujours su ce que je racontais, mais d'avoir peut-être aussi une palette d'expression un peu plus large. J'ai l'impression que tout ça se précise avec le temps, et j'adore le live. C'était pas gagné au début parce que je n'avais pas d'expérience. Ouais, je crois que le live c'est très empirique, et le fait d'enchaîner les performances fait que on peut un peu rectifier, on peut un peu corriger, on se sent aussi plus armé. Voilà, tout ça me plaît. Et donc l'expérience de faire voyager ces chansons en pays francophones ou justement en pays non francophones comme le Brésil, parce que nous avons déjà été au Brésil, c'est une drôle d'expérience. On se rend compte que la musique est quand même un langage universel, que malgré la langue française, les gens peuvent s'accaparer quelque chose quand ils ne la comprennent pas. Là où je suis un tout petit peu plus embêté, où il faut que je m'adapte, c'est sur mes interventions entre les chansons. Je vois bien qu'on ne me comprend pas, et donc je dois trouver des subterfuges que je ne saurais pas vraiment développer et expliquer, mais voilà. Des clins d'œil. Oui, c'est ça. Au Brésil, je me suis permis de chanter la chanson française la plus brésilienne à mon sens, c'est La Roi Madureira de Nino Ferrer. Et c'était une très très belle bossa nova, et c'était ma petite manière de faire un pont, une passerelle entre le Brésil et la France. Voilà. Vous avez adapté Le Grand Sommeil de Dao. Comment et pourquoi? Etienne Dao est vraiment une figure qui m'est très familière, qui est un modèle, et je trouve que lui incarne la pop en France. Je dis souvent ça, mais parce que c'est pas évident d'allier la pop et le français. Voilà, sur ces sonorités très anglo-saxonnes, de faire sonner le français, c'est pas toujours évident. Je trouve qu'Étienne le fait magnifiquement bien depuis une trentaine d'années, je crois. Et puis, Le Grand Sommeil est une madeleine en fait, c'est-à-dire que je l'ai beaucoup entendu à la maison, chez mes parents. On a beaucoup dansé dessus. Et j'avais titré mon EP Ouverture, qui est aussi une très 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 belle chanson d'Étienne Dao.
Et c'était donc un petit clin d'œil. Et comme le clin d'œil n'était peut-être pas suffisamment appuyé, j'ai refait un clin d'œil par la suite sur mon album. Et c'était la première fois que j'ai chanté la chanson d'un autre. Et c'était Le Grand Sommeil, comme une évidence. Mais c'était presque plus pour parce que j'adore cette chanson et parce que j'avais envie de peut-être de créer une sorte d'héritage ou une sorte de lien, de famille, quelque chose comme ça, de m'inscrire quelque part. Voilà. Une version plus mélancolique, non? Oui, bah en fait c'est parce que donc j'adore cette chanson, j'ai sautillé dessus, j'ai dansé dessus, et puis un jour je me suis penché sur les paroles et j'y ai vu le grand drame et la grande noirceur de ce texte. La prod de 1982 était parfaite, elle était sautillante, elle était justement pas ton sur ton, et moi j'ai voulu peut-être lui redonner cette noirceur et voilà, peut-être la faire ressortir davantage. Tout à fait. Les Inrocks, donc vous en comparez à Benjamin Biolay, un héritier musical. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je laisse vraiment les gens dire ce qu'ils veulent de mon projet, me mettre dans les cases qu'ils désirent. Après sincèrement c'est très très gratifiant. Moi il y a 15 ans j'écoutais vraiment pas beaucoup de français et Benjamin Biolay à mon avis était l'une des propositions les plus intéressantes à cette époque. Voilà, je suis ravi, en même temps ça peut être un peu encombrant. Parce que ça peut, parfois ça a été un peu réducteur, et puis moi j'espère que ma proposition a sa propre originalité, a sa propre. Moi j'ai quasiment, je sais plus, au moins quelques années de moins, et même si là en musique on s'en fiche royalement, mais voilà, moi j'essaie de proposer une pop contemporaine, actuelle, et je me préoccupe pas trop de ce qui a déjà été fait magnifiquement bien, et j'essaie juste de tracer ma route. Voilà, je pense aussi qu'il y a ce timbre de voix. J'ai quand même été assez comparé à. J'ai l'impression d'être peut-être rentré dans le club des chanteurs à voix grave en France. C'est-à-dire que quand c'est pas Murat, c'est Biolay ou Bachung, et donc voilà, bon, allons-y. On irait plus pour la maturité de l'écriture. Ce qui est rare, comme je vous ai dit, on a déjà retenu 5 titres de l'album, ce qui arrive rarement. Et on est en train de demander les temps. Justement, comment vous avez évolué vers cette écriture? L'écriture est au centre de ma démarche, c'est-à-dire que je me rends compte avec le recul, 2 ans après avoir enregistré cet album, que je veux juste raconter des histoires, quel que soit le média. J'adore la musique et j'adore la chanson et j'espère pouvoir continuer à faire ça. Mais donc l'écriture est au centre de ma démarche. Je tends à faire évoluer un petit peu mon processus d'écriture, mais parce que à force d'expérience, je me rends compte aussi de ce qui est peut-être plus adapté pour le format chanson, qui est un format très particulier d'écriture. Après voilà, je n'écris pas beaucoup, je sanctuarise presque ce processus. C'est une affaire sérieuse pour moi, je m'applique et je jette rarement un texte. Je peux le travailler pendant des années. Jusqu'à ce qu'il soit prêt. Ouais, voilà. Alors pas au quotidien, mais je peux vraiment le laisser macérer dans un placard ou dans un tiroir et le récupérer. Voilà, je tends vraiment à savoir d'où je pars et où je veux mener cette chanson, quel est mon propos, qu'est-ce que je raconte, quelle est l'histoire, presque comme un scénario de film. Et puis après, je tends aussi à y mettre je développe autant le fond que la forme. La forme est hyper importante pour moi. Je veux pas d'une écriture quotidienne, facile ou banale. Et si je ne joue pas un peu avec la langue, j'ai l'impression de ne pas faire l'effort nécessaire qui justifierait de la placer sur une chanson. Voilà. Très bien, merci beaucoup Marvin Junot. 12 et 13 juin au Francopholies de Montréal. On a hâte d'aller vous voir en concert et surtout d'entendre les temps. On insiste, on insiste. Et bien sûr, toutes les dates qui sont annoncées sur votre site web, donc Marvin Junot, J-O-U-N-O, sur le web pour la suite des concerts. Merci, très bonne continuation. Merci 1000 fois à vous, c'était super.